7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va forcément immédiatement parler de cette rentrée politique qui a eu lieu hier. J'aimerais avoir votre regard d'abord sur la composition de l'Assemblée nationale, parce qu'on ne vous a pas entendu encore à notre antenne là-dessus, après le second scrutin. À l'époque, avant le deuxième scrutin, on imaginait une assemblée composée d'une majorité au moins relative du Rassemblement national. Finalement, non, le Front républicain a porté ses fruits. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces législatives et quelles leçons, selon vous, faut-il en tirer ? Il y a beaucoup de choses à retirer de ce scrutin dont on ne perçoit pas encore l'intégralité des conséquences. En tout cas, si on regarde le scrutin du 7 juin comme tel, de manière isolée, si je puis dire, j'en retiens d'abord la très forte mobilisation des électeurs qui rend le résultat incontestable au fond. Et comment dire, enfin, c'est pas que les résultats des élections soient contestables d'habitude, mais là, on peut dire que c'est de la participation massive en forme d'ambiguïté sur l'expression populaire. Deuxièmement, une campagne d'entre-deux tours qui a été insupportable au fond. Insupportable de mauvaise foi, de contradictions, de mensonges, de tout ce que vos auditeurs, comme vous-même certainement, avez perçu et sur quoi je ne reviens pas. Troisièmement, le résultat, évidemment, qui est extrêmement surprenant par rapport au tour précédent, et qui place l'Assemblée nationale dans une espèce d'incapacité totale à s'organiser. Alors, à s'organiser, que nos auditeurs ne soient pas inquiets, il y aura finalement toujours un président de l'Assemblée, des vice-présidents, des secrétaires, des présidents de commission, puisque le jeu des désignations, après 3 tours des élections avec la majorité relative au 3e tour pour les candidats, fait que, ma foi, il y aura toujours quelqu'un pour diriger cette affaire. Oui. Le problème n'est pas de savoir si on peut constituer les instances dirigeantes de l'Assemblée, mais quelle capacité de gouvernement l'Assemblée nationale pourra-t-elle fournir à l'exécutif. Et là, j'ai beau retourner, c'est mon quatrième impression pour terminer ma réponse, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas comment on peut dégager quelque chose qui ressemble à une minorité suffisamment importante pour pouvoir résister aux assauts des autres. Et donc je crains que dans le monde extrêmement tendu dans lequel nous sommes, et face aux urgences qui ont été exprimées par les électeurs également dans ces élections, nous prenions au moins un an de retard et il est probable que nous ayons de nouveau un scrutin législatif en septembre 2025. Oui, c'est ce qui est évoqué par certains représentants politiques. Quand on regarde le nombre de votants au Rassemblement national, au second tour, en tout cas, il y a 11 millions d'électeurs contre 7 millions pour le nouveau Front populaire. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un vol démocratique ou à une fausse victoire ? Ou est-ce que c'est peut-être un peu caricatural de dire ça, mais... C'est toujours difficile de parler de vol dans la mesure où les règles du jeu sont connues. Oui. Elles sont pratiquées par tous. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un vol, il y a au moins un décalage entre ce qui a été exprimé de manière massive par les électeurs et ce avec quoi ils vont à la fin du compte se retrouver en termes de représentation au sein des pouvoirs exécutifs ou même déjà au sein de l'Assemblée nationale. Ouais. Là, il y a un vrai décalage. Quel est le grand vainqueur de ces élections, en fait ? Emmanuel Macron. Ouais. Pourquoi ? Il n'y en a qu'un, c'est lui. Et ça, c'est le génie du diable. C'est-à-dire que il était à peu près hors jeu après les européennes. Il est aujourd'hui au centre du jeu. Il est revenu, avec une capacité de piloter un peu les choses et de se remettre aux manettes que d'abord les institutions lui fournissent, premièrement, et deuxièmement, à quoi son tempérament le conduit, et troisièmement, à quoi le manque de colonne vertébrale des oppositions, ce que ce manque de colonne vertébrale lui permet. C'est-à-dire que il a sauvé d'une certaine manière du naufrage la Macronie. C'est d'ailleurs plutôt Gabriel Attal que lui. Il devrait revenir avec 50 députés, il en a 100 de plus. Il ne peut pas y avoir, pour le coup, d'exécutif, de gouvernement sans le bloc central que constitue le Renaissance et ses alliés. Ils sont 160, donc c'est quand même pas négligeable.
Donc je pense que le grand perdant, c'est le peuple français, Ouais. et le grand gagnant, c'est Macron, mais c'est l'histoire du septennat d'Emmanuel Macron depuis 2017, ma chère Maud. Ouais. Mais alors, politiquement, c'est une victoire, personnellement en tout cas pour Emmanuel Macron. Institutionnellement, est-ce que c'est vraiment une victoire pour Emmanuel Macron? Parce que là, ça va devenir compliqué pour lui de gouverner. On n'a pas eu encore vraiment de réaction. Il a écrit une lettre aux Français hier dans Le Parisien, dans Aujourd'hui en France. Vous l'avez lu, cette lettre aux Français? Oui, oui. Oui, qu'est-ce que vous en tirez? J'ai de plus en plus, j'avais déjà du mal à l'écouter, mais alors maintenant j'ai du mal à le lire, donc ça s'arrange pas. Euh, Remettez-vous en euh, question, Jean-Frédéric Poisson. oui, je fais ce que je peux, comme vous le savez, mais l'exercice est difficile. Euh, euh, que- c'est une forme quasiment presque suprême de déni, c'est-à-dire que euh, il faut quand même être capable d'écrire que les forces républicaines l'ont emporté. D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui c'est, les forces républicaines, puisque, Oui, comment dire, ça n'est pas précisé. Euh, il est écrit dans cette lettre que les Français demandent aux responsables politiques d'adopter une nouvelle culture politique ou quelque chose comme ça. J'ai plus la formule en tête précise, mais ça dit grosso modo que les Français demandent, voilà, aux gens de changer d'habitude. Mais les Français ne demandent pas ça. Les Français ont dit, un, on ne veut pas d'Emmanuel Macron et de la Macronie. Deux, il nous faut davantage d'ordre et de sécurité. Et trois, on veut davantage de partage de richesse. Voilà ce que les Français ont dit mm, pour ces élections. Ils n'ont pas dit inventez-nous une nouvelle culture, revenons au parlementarisme, c'est formidable la quatrième République. Ils n'ont rien dit de tout ça. ouais. C'est pas. Donc ça, c'est une lecture qui l'arrange, c'est vrai. Euh, mais d'un autre côté, euh, comment dire, encore une fois, il trahit les institutions. Les institutions consistent à ce que lui soit en mesure de désigner quelqu'un qui est capable de rassembler une majorité. C'est pas à l'Assemblée nationale de constituer la majorité, une majorité de gouvernement. Mm. C'est une forme de renversement des rôles. Donc, oui, j'ai lu cette lettre que voulez-vous que je vous dise, c'est d'un creux. Voilà. Par ailleurs, qui garde le Premier ministre pendant 3 mois, pendant 2 mois, le temps de l'été, des Jeux Olympiques, enfin Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a aussi les Jeux Paralympiques à partir de, enfin, qui Oui. se terminent en septembre, cela, donc dans 2 mois, bon, qui maintiennent en place un gouvernement, Mm. après tout, pourquoi pas, ça peut se comprendre, on va pas Oui, un changer au niveau gouvernement technique, oui. maintenant. Maintenant, on a quand même un problème, c'est que il y a je ne sais plus combien de dizaines de milliards de dettes supplémentaires au moment où nous parlons par rapport à ce qui était prévu au budget, et qu'il va falloir voter bientôt une loi de finances rectificative pour les prendre en compte. Mm, mm, Et là, je ne sais pas si on peut attendre très longtemps. ouais. Voilà. Mais à part ça, que voulez-vous que je vous dise? Je pense que nous entrons encore une fois dans une période de troubles et de turbulences pour longtemps. Mm. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous êtes déçu par ce qui, au départ, devait s'appeler l'Union des droites, qui finalement n'a pas mené à une majorité relative à l'Assemblée nationale? Vous êtes déçu par ça ou pas? Oui, oui, un peu, et je suis surtout surpris. Je suis surtout surpris de deux choses. La première chose, c'est que je pense que l'effacement total de Marine Le Pen entre les deux tours de campagne a pesé lourd dans Mm. la perte de vitesse du Rassemblement national et de ses alliés entre les deux tours. Parce que pour tout le monde, ce n'est pas M. Bardella qui incarne le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen. Ouais. Euh, on l'aime, on ne l'aime pas, c'est autre chose. En termes d'incarnation et de capacité de porter le projet, c'est quand même plutôt sur elle que ça repose, encore aujourd'hui. Mm. Et la deuxième chose qui m'a surpris, comme beaucoup, c'est la très faible qualité des ressources humaines du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on a découvert quand même une qualité moyenne de candidat qui n'est pas à la hauteur d'un parti qui ambitionne de gouverner, qui dit qu'il est prêt. Et Oui. je pense que là aussi, comment dire, ce décalage entre ce que le Rassemblement national a été capable de montrer, ce qu'il a proposé aux Français d'un côté, et l'ambition affichée d'entrer à Matignon, il y avait quelque chose que probablement les Français ont perçu comme une impossibilité. Enfin, c'était Mm. pas. Alors, je ne dis pas que l'exercice est facile, n'oublie pas que la presse s'en est fait les choux gras et de manière très déséquilibrée selon qu'il s'agissait des candidats et des fiches chez lesquels il y a Oui, grandement parce que pire. Raphaël Arnaud, on n'en a pas fait tout un fromage, hein. Oui, non, c'est tout à fait certain. Mais là aussi, ça fait partie de la. On sait bien.
il y a ce que certains appellent le privilège rouge. La gauche peut se permettre des choses que personne d'autre ne peut se permettre. Ça reste vrai. Ouais. Dans la France d'aujourd'hui, c'est injuste, mais ça fait partie de la règle du jeu. Enfin, de la règle du jeu. Une certaine forme d'habitude, on va dire. Voilà. Donc c'est ça qui est très surprenant. Troisièmement, il a manqué à la fois un peu de surface électorale et surtout des ressources, et je le disais à l'instant, des personnes de qualité pour remplir les listes de candidats. La démonstration est faite que tant que le Rassemblement national restera seul dans cet exercice, il n'y arrivera pas. Voilà. Donc je suis déçu d'une certaine manière. C'était ce résultat-là, cette baisse de résultat entre les deux tours n'était pas écrite, mais il y avait quelque chose qui, à un moment ou à un autre, se serait manifesté pour démontrer que seule une formation politique dans le contexte où nous sommes, ou quasiment seule en tout cas, ne peut pas y arriver. Jean-Frédéric Poisson, sur cette crise de la représentativité à laquelle on a assisté au second tour, je peux donner les chiffres, 11 millions de votants pour le RN, 7 millions pour le Nouveau Front Populaire. Finalement, le Nouveau Front Populaire arrive en tête. Comment sortir de cette crise de la représentativité ? Il n'y a pas de crise de la représentativité. Ce que je veux dire par là, c'est que le résultat, l'écart en voix est important aussi et conséquent de cette manière. Pourquoi ? Parce que les désistements font qu'il y a un certain nombre de formations qui ont retiré leur candidat du second tour. Le fameux Front républicain. Le Rassemblement national était le seul au fond à être présent dans toutes les circonscriptions, c'est donc normal qu'il engrange davantage de voix. Alors, je ne dis pas que pour autant, il n'y a pas, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a quelque chose il y a un décalage énorme entre la volonté exprimée par les électeurs au premier tour, c'est celle-là qu'il faut regarder plutôt que second, d'ailleurs, si on veut et le résultat final. Mais cette crise de la représentativité, je pense, elle existe, et je suis convaincu qu'elle existe, j'en ai même fait une partie d'un livre il y a quelques années, mais je pense que ce n'est pas là qu'elle s'incarne le plus. Elle s'incarne le plus dans ce que, dans un livre célèbre, Julien Benda, il y a 100 ans, appelait la trahison des clercs, c'est-à-dire l'incapacité pour ceux qui nous représentent à traiter les sujets de manière gratuite, haute, avec le sens du service, de redonner du poids et de la consistance aux valeurs. Ils ont le mot plein la bouche, mais absolument incapables de non seulement de dire ce que ça signifie, mais de les vivre. Or, c'est ça qu'on attend de la vraie crise de la représentativité. C'est le cirque insupportable qu'ont donné à voir les partis politiques depuis 10 jours. Là, il y a une vraie crise de la représentativité. Alors, je ne crois pas, comme un certain nombre de personnes, qu'il faut supprimer les partis politiques, etc., parce que je ne vois pas très bien comment une organisation démocratique, ou politique en tout cas, peut fonctionner sans parti. Et je comprends très bien qu'on puisse avoir un tel ressentiment après ce qu'on a vu, qu'on décide de leur couper la tête en disant ça, c'est pas possible. Donc la vraie crise, c'est ça. Là. Il y a une trahison des formations politiques à être constant sur les valeurs qu'elles défendent, constant sur les convictions qu'elles défendent, et cette incapacité qu'il y a entre, d'un côté, bien sûr, la nécessité de passer des accords, parce que ça fait partie du fonctionnement normal institutionnel, mais l'incapacité de fixer des limites à ces accords, des limites de principe, c'est-à-dire si les partis politiques sont incapables de fixer ces limites, on ne sait plus où ils sont en réalité. Et donc la vraie crise de représentativité, je pense que c'est la trahison, la trahison des représentants. C'est plutôt ça que le système électoral lui-même ou le décalage en nombre de voix. Ouais. Alors Jean-Frédéric Poisson, sur la composition des groupes au sein de l'Assemblée nationale, c'est déjà la pagaille, puisque comme prévu, les groupes se disloquent. Ruffin l'avait déjà annoncé, il ne veut pas siéger avec le Nouveau Front Populaire, en tout cas pas avec la France Insoumise. Sacha Houlié ne veut pas siéger avec Renaissance, finalement. C'est déjà le grand bazar. Comment ça va évoluer tout ça ? Tout va se déconstruire Je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de conséquences au scrutin du second tour et qu'on ne les a pas encore toutes vues. Oui, ça en fait partie. Ça, c'en est une. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec peut-être 9 ou 10 groupes. Mais c'était le cas dans la législature précédente. Ah oui puisque, entre Liberté Territoire, oui. Horizon, le groupe Modem, les trucs, oui, alors ils n'étaient pas tous aussi visibles les uns que les autres, mais enfin, il y en avait une petite dizaine là aussi. Donc là, on va, probablement se retrouver avec 4 groupes Renaissance, 2 groupes LR, peut-être un groupe Ciotti, un groupe RN, 4 groupes de gauche, enfin ça va être c'est une espèce de foire d'empoigne. Et en particulier, en ce moment en tout cas, les groupes ont intérêt de se constituer parce que la répartition dans les commissions se fait en fonction
des groupes constitués. Ouais, c'est aussi une stratégie. Donc, si vous êtes un groupe tout seul, même si vous êtes petit, vous avez davantage de chances. Si vous êtes 15, vous avez davantage de chances d'avoir des choses pour vous que si vous êtes tout seul, si vous êtes 15 fondus dans 130, 140, 150 ou 200. Donc il y a cette espèce de... mais c'est parfaitement à l'image, encore une fois, de manière assez mystérieuse, l'Assemblée nationale est à l'image du pays. C'est vrai dans la représentation politique, c'est vrai même dans l'humeur, c'est très mystérieux, mais si vous voulez savoir comment va la France, allez faire un tour à la salle des 4 colonnes le mardi à 14h et vous aurez une espèce de baromètre sensible, passionnel. C'est très mystérieux, mais c'est comme ça. L'Assemblée nationale, les Français sont fracturés, ne savent pas très bien quoi faire, quoi penser, quoi dire. L'Assemblée nationale est à leur image. Elle est incapable de s'organiser autour de principes clairs. Et on préfère l'expression des nuances. D'ailleurs, sous ce rapport, c'est le seul point sur lequel la lettre d'Emmanuel Macron est juste. Quand il appelle au dépassement, à tout un tas de dépassements, il a parfaitement raison. Quand il dit que c'est ce qu'il a toujours dit et toujours fait, alors là, c'est un peu plus hasardeux. Donc, de toute façon, on verra plus clair une fois que le président de l'Assemblée nationale aura été élu. Là, on aura une image, je pense, plus précise, à la fois des forces en présence et de la manière dont elles s'organisent. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'intentions de déclaration de constitution de groupe, mais il faut être 15. Tout le monde ne va pas arriver à 15. Sacha Houlier, par exemple, aura du mal à en trouver 15. Les Républicains de M. Marlex et de M. Pradier, qui veulent sortir du groupe de Laurent Wauquiez, vont avoir du mal aussi à se retrouver à 15. Enfin, bon, tout ça mérite encore un peu de clarification. Ouais. Mais en tout cas, il y a une forme de fracturation de la vie politique française dont l'Assemblée nationale est l'image, bien entendu. Jean-Frédéric Poisson, il nous reste 1 minute. Votre pronostic sur la nomination du Premier ministre, c'est pas pour demain, mais qui voyez-vous à ce poste ? Alors écoutez, j'en ai aucune idée. Je pense que j'aurais bien dit Gabriel Attal si les choses ne s'étaient pas aussi tendues entre les chefs de l'État et lui ces derniers jours. Oui. Mais je pense à un profil, dans un premier temps, gaucho-compatible, issu de Renaissance. Il y en a beaucoup. Mais sans garantie du gouvernement, c'est le cas de le dire, parce que de toute façon, je prédis une espérance de vie très courte pour le gouvernement qui sera nommé, et je suis incapable de vous dire avec quel soutien il pourrait travailler. Encore une fois, il n'y a aucune combinaison qui ait politiquement un peu de sens. Un peu de sens en termes de cohérence de projet. Enfin, il ne faut pas demander davantage qu'on peut à la mariée, mais quand même. Il n'y a pas de combinaison qui arithmétiquement permette d'offrir au futur Premier ministre un socle suffisamment solide pour qu'il résiste à la première attaque. Donc, nous verrons bien, mais je pense que Attal pourrait tenir la corde. Le problème, c'est que personne ne veut travailler avec Renaissance. Et que rien n'est possible sans eux. Donc c'est ça, l'impasse est là. Bah écoutez, on en reparle à la rentrée, on verra bien ce qui sera passé entre-temps. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonnes vacances, c'est pour bientôt, je crois. Oui, c'est demain. Ah bah voilà. Merci Jean-Frédéric, bonnes vacances. À bientôt, au revoir.